Nous sommes le 6 juin 1944. Il est 6h34 du matin. Au large de la Normandie, la barge 523 flotte en attendant son heure. Marcel Labasse est accroupi au fond de cette embarcation. Il est matelot seconde classe et ce jour-là, il est sûr qu'il va mourir. Il l'a écrit dans une lettre à ses parents. Il l'a dit et répété à ses copains pendant toute la traversée. Alors il ressasse ses angoisses, il revit les mois qu'il vient de passer à s'entraîner, et puis il refait le film de sa vie. 9h34, Marcel Labasse s'écroule devant un bunker à Ouistreham. C'est une rafale de mitrailleuses allemandes qui l'a fauché. Marcel Labasse avait 22 ans, il venait de se marier, sa femme était enceinte. Quand on pense au débarquement en Normandie, on a tout de suite l'image des soldats américains, anglais ou canadiens. Et ils ont effectivement formé le très gros des troupes. Mais l'histoire a longtemps oublié que 177 Français, comme Marcel Labasse, étaient là aussi le 6 juin 1944. Ils faisaient tous partie de la même unité combattante, le Commando Kiefer, et à leur façon, ils ont été le visage français du débarquement. Bienvenue dans les voix du Commando Kiefer, un podcast France Bleu avec le Mémorial de Caen. Je m'appelle Julien Corbière, je suis journaliste à France Bleu Normandie et c'est leur histoire que je vais vous raconter. Les Kiefers, comme on les appelle, ne sont plus là pour témoigner, mais vous allez pouvoir les entendre parce que leurs voix ont été enregistrées il y a plus de 20 ans par l'historien Stéphane Simonet. Des archives qui n'avaient jamais été diffusées jusqu'à aujourd'hui. Épisode 1, Marcel, René, Léon, Paul et les autres. Reprenons l'histoire depuis le début. Qui sont-ils, ces 177 hommes du Commando Kiefer ? On est en 1940, la France vient de perdre la guerre, la plupart des Français essayent juste de survivre. Alors qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête pour décider de tout quitter, pour continuer à se battre ? Pourquoi ont-ils pris le risque de rejoindre la France libre à Londres ? Paul Chausse s'est engagé dans la marine à 17 ans. Il en a 25 quand il décide de quitter la France du maréchal Pétain. On est alors en pleine débâcle. Vous savez qu'à l'époque, Paul Reynaud mettait toujours des affiches « Nous gagnons parce que nous sommes les plus forts hein. ». Il y avait un bourrage de crâne épouvantable. On croyait toujours au Père Noël. Hein. Paul Chausse, quand je regarde une photo de lui, c'est un solide, un costaud, ça se voit. C'est aussi le plus normand de la bande. Il est né à Chanteloup, un village près de Granville. En 1940, donc, il rejoint pour commencer une sorte de convoi qui remonte les côtes normandes. L'idée, c'est d'aller en Angleterre, mais rien n'est organisé. Un officier de l'armée française qui salue des matelots en guenilles encore. Alors il nous dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors on lui dit, il dit, pourquoi vous n'êtes pas chez De Gaulle ? Il dit, qui c'est ça ? Jamais on n'avait entendu rien du tout. D'autant plus qu'il était général depuis 48 heures. Les Kiefers, ce sont d'abord des résistants. Et c'est peut-être un peu facile de se dire en 2024, ils ont eu raison, ils ont fait le bon choix, ce sont des héros. C'est ce qu'on se dit tous, c'est ce que je me dis avec ma fierté bleu-blanc-rouge à chaque anniversaire du débarquement, quand j'entends la Marseillaise résonner sur Sword Beach. C'était sans doute beaucoup moins évident à l'été 40, au temps de la défaite et de la France de Vichy. Le 19 juin 1940, au lendemain de l'appel de De Gaulle, qu'il n'a pas entendu, lui non plus, c'est Léon Gauthier, notre deuxième personnage, qui arrive à son tour en Angleterre du côté de Liverpool, où personne ne l'attend. Le policeman n'était pas au courant qui était De Gaulle. France libre, De Gaulle n'avait pas eu l'idée, on l'a dit, puis il ne parlait pas un mot de français. Bon, il a appelé un taxi. On est monté avec lui dans le taxi, nous emmenés au commissariat de police. Puis il y a un gars qui parlait le français. Un des policiers, un type en civil, très bien, pas de problème. De Gaulle, pas de problème, il prend le téléphone. Et 5 minutes après, peut-être 10 minutes, arrive un genre de petite camionnette bâchée. On monte dedans,
Et on nous emmène dans un bureau à Liverpool, il y avait des lits picots. On était bien fatigués. Sa première nuit anglaise se passe donc sur un lit de camp, ça fera l'affaire. Le soir, on a pris le train pour Londres. Et à Londres, nous sommes arrivés à l'Olympia. Avant la guerre, Léon Gauthier était apprenti carrossier. C'est sans doute le plus déterminé de nos témoins, avec un vrai côté têtu. C'est un grand hall où tous les Français libres se... Ouais. Nous, je crois que la marine, on était au 3e étage, je crois. Ouais, bon. Et puis donc, là, c'était le 13 juillet, où là, c'est la première fois que je suis tombé donc, sur un second maître qui s'appelait Lofi. Et Lofi était second maître, donc fusilier, qui est capitaine d'armes du dépôt, parce que c'était un dépôt, l'Olympia qui se trouvait à Kensington Road. C'est le 13 juillet 40, en fait, que vous faites partie de la France libre. Je fais partie du 13 juillet 40 officiellement. Le 14 juillet, je suis là, donc, à Londres, à Carlton Garden, là où la reine d'Angleterre est là, donc, qui nous donne un paquet de cigarettes. Et puis donc... fin juillet, on demande des volontaires pour embarquer sur un bateau qui s'appelait le Gallois. Avant d'en arriver là, quelle ambiance dans ce dépôt? Bien, des gars qui en voulaient, ils disaient bon, on va continuer, si les Allemands envahissent l'Angleterre, ça, il n'y a pas de problème, on va y passer. Tout le monde était conscient de ça. Parce que là, ils ne nous auraient pas fait de cadeau. Par contre, l'Angleterre devait être envahie dans les 3 ou 4 mois qui suivaient. On n'y croyait pas trop. Sinon, on ne serait pas engagé. On croyait plutôt que l'Angleterre ne serait pas le morceau. Et lors du défilé du 14 juillet, vous avez l'occasion d'apercevoir le général de Gaulle ou pas? Oui, on l'aperçoit, il passe devant nous, mais enfin, il passe devant nous, enfin, il ne nous parle pas. Nous sommes des petits marins, brevetés, lui est général. C'est votre chef, quoi. Il nous regarde quand même, il nous inspecte, tout ça. Qu'est-ce qui vous a fait comme impression quand vous l'avez aperçu? On l'a regardé, on voyait qu'il avait un air très sérieux quand même, c'était pas un guignol, on voyait bien que c'était un monsieur Paul Chausse, le Normand qui est arrivé à Liverpool, finit lui aussi par rejoindre Londres. Il ne se rappelle plus trop comment, il se souvient juste qu'il n'avait pas un rond en poche. Et on est arrivé là-bas, on s'est mis à un bâtiment qui s'appelle l'Olympia. Dans le temps, il devait servir pour les réunions sportives, je crois. Et alors, on arrive là. Puis il y avait un certain filtrage, quoi. Et là, il y avait un second maître qui était là, le fils. Il me dit « Ah, t'es fusillé marin, t'es sacco, bah tu es avec moi, hein ?» Je suis resté avec lui jusqu'à la fin de la guerre, dans l'histoire. Paul Chausse, on a toujours l'impression qu'il va nous raconter une histoire drôle, même quand elle est grave, cette histoire. Alors il faut l'imaginer en cet été 40 dans les rues de Londres, promenant son chien. Car oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est toujours avec son chien que ce militaire de carrière, il est déjà fusilier marin avant la guerre, qu'il entre en résistance. Au cours de mes promenades, il arrive toujours des choses extraordinaires parce qu'à un moment, je croisais une lady comme il y avait avant, avec un petit chien avec une belle chaîne. Elle me dit « Ah, vous êtes français ?» Ça se voyait, il y avait nous qui étions aussi, c'est dégueulasse que ça. Alors, elle me dit « Oh, j'aurais tellement voulu avoir un souvenir de français. » Alors là, souvenir... Mais écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour changer la laisse de votre chien contre la mienne? Moi, j'avais une espèce de bout de ficelle chez moi. Alors, j'ai donné, et puis elle m'a donné une jolie laisse. La population était fantastique à l'époque. Le 19 juillet 1940, Paul Chausse signe à son tour son acte d'engagement à l'Olympia Hall de Londres, le dépôt central des forces de la France libre. Alors là, oui, on a signé un engagement sur la France libre pour la guerre contre l'Allemagne. Et il fallait former l'unité. On est d'abord parti à Aldershot. Et puis à Aldershot, on est parti après à Camberley. Toujours en cette formation. Le roi d'Angleterre venait nous voir fréquemment. Et vous savez, il était très gentil. Et lui qui bégayait d'habitude, il bégayait plus avec nous parce que vraiment il était plus détendu. Exilés volontaires dans l'Angleterre de George VI, nos Français ne sont pour l'instant qu'une dizaine, pas 177. Ils ne s'appellent pas encore commando Kiefer et pour cause, il faudra que je prenne le temps de vous parler du commandant Kiefer. Mais ces hommes-là ont tous une bonne raison de quitter leur famille et leur région d'origine. Mon père avait le bras gauche emporté par un éclat d'obus à la guerre de 14. Et son frère, mon oncle, sa jambe gauche. Vous l'aurez peut-être reconnu à son accent. Joseph Oursouri-Garay est du sud-ouest, basco-béarnais. On l'appelle Coucou tellement son nom est difficile à prononcer. Il a 19 ans, il mesure 1,90 m, c'est une force de la nature. À ce moment-là,
Coucou ne porte pas encore le béret vert des commandos. Pour l'instant, ce n'est que le béret basque. Quand mon père s'est rasé, il était torse nu. Il avait ici un trou immense, là. Il avait eu la gangrène, enfin bon. Et alors, je le questionnais, il me parlait de sa guerre. Et mon oncle, c'était pareil. Nous l'appelions le tonton toc-toc, parce qu'à l'époque, son appareillage n'était pas moderne comme maintenant. Hein. C'est ce qui m'a un petit peu... Et puis, ce qui m'a incité à partir, c'est que on fait la guerre, puis un an après, en juin 40, on capitule. Au début de notre épisode, je me demandais qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête. Joseph Ursurigaray ne s'est apparemment pas posé beaucoup de questions. À l'automne 1940, ce militaire de carrière décide de déserter l'armée de Vichy. Il était sur un navire en Méditerranée. Il file au plus près, en Égypte, territoire britannique. Nous ont embarqués sur un vieux rafio, chargé à ras-bord de soldats britanniques, australiens, néo-zélandais. Nous voilà partis par le canal de Suez, l'Afrique du Sud. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de pièces d'identité, on n'avait rien. Et à bord, nous crevions. Il fallait faire les plus sales corvées pour avoir à manger. On a fait escale à Durban. On a été reçus dans une famille. On a pris un bain, je me souviens. C'était le premier bain que nous prenions depuis pas mal de jours. Et puis, nous voilà partis. On a mis, je ne sais si c'est 26 ou 28 jours. Et puis, nous sommes arrivés en Angleterre. Je me trouvais à la caserne Bilakim. Il est venu le Kiefer. Alors, il m'a demandé, mais pourquoi vous voulez pour les commandants? Pour bouffer du boche. Les soldats français qui veulent en découdre, dans ces années-là, finissent tous par tomber en Angleterre sur un certain Philippe Kiefer. Lui a 40 ans à l'époque. Ce n'est plus un jeune homme, il a même été banquier dans une autre vie. Mais ça, c'était avant d'entrer dans la résistance. Depuis, Kiefer avance, il est désormais officier, il en a assez d'attendre dans un bureau. Alors au printemps 1941, il insiste auprès du commandement britannique. Il veut commencer à recruter des hommes pour former une compagnie de commandos français. Un an plus tard, il est officiellement à la tête de la première compagnie de fusiliers marins commandos, Paris réussit. Les Kiefer ont donc un leader charismatique, un homme droit avec des valeurs fortes, un militaire qui ne lâche rien et qui a besoin de toujours plus de volontaires. En 1943, Francis Guézenec tente pour la deuxième fois de s'évader. Et lui, ça a d'abord été un résistant de l'intérieur, mais ça ne lui suffit plus. Alors il prend la mer avec quelques camarades depuis le port de Tréboul, près de Douarnenez. Je vais vous dire, moi, je ne me rendais pas bien compte. Je ne savais pas ce que c'était que la mer. Je pensais que c'était quelque chose de... Pas bien sûr la planche qui s'en va, mais le mauvais temps, quoi. Que ça faisait partie de... C'était comme ça en mer, quelquefois. Donc je ne le savais pas. Et jusqu'au moment où j'ai vu ce fameux Marek à la barre, en train de lire son chapelet, quoi. Là, parce que lui était marin quand même, il connaissait. Ça fait drôle, hein. La traversée est épique, mais cette deuxième évasion est la bonne. Francis Guézenec, le Breton, rejoint à son tour l'Angleterre. Il est arrivé, quelle heure il était? Il faisait encore nuit. On n'a pas voulu approcher trop de la côte pendant la nuit. On a dit qu'il vaut mieux le faire de façon visible 2 jours, quoi. Donc on est arrivé à Pointe-Bizarre, et puis là, bon, on a fait des signes. Des gens sont venus, je ne sais pas trop comment. Il y a dû y avoir des coups de téléphone, quelque chose qui s'est passé. Et à un moment donné, il y a une genre de vedette rapide qui est venue à côté de nous, qui a voulu nous prendre en remorque pour nous envoyer à Penzance. Penzance, c'est un petit port dans la Cornouaille qui est à peu près à 16 000 marins de l'endroit où nous étions. Par radio, je suppose, hein. Il devait demander qui c'étaient ces gens qui arrivaient là, ce bateau de pêche, avec une voile dessous, une voile dessus, le drapeau bleu-blanc-rouge avec une croix de Lorraine au coltard au milieu. Et il détachait alors des bateaux avec, bien sûr, à moteur. Il venait autour de nous, puis il nous jetait des cigarettes, des cakes, enfin un tas de trucs, du chewing-gum, il y avait un peu de tout, on nous balançait un peu de tout. Bon, on était sur le pont,
Puis d'abord, on était vraiment euphoriques, et puis que, bon, on était quand même sauvés. Il y a eu quelque chose pour marquer le coup, notre arrivée, quoi, hein. On n'avait pas d'alcool, quoi. Il y avait juste un homme, un nommé Montagne, qui avait de l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, c'est de l'alcool, quoi. On a été malades, là. Mais pendant la traversée, j'étais pas à l'aise, hein, je vous dis quand même. Hein. Donc, je suppose que les renseignements devaient marcher à Saint-Laure pour savoir si nous n'étions pas des espions, ou quelqu'un qui était dans le groupe qui voulait s'infiltrer, quoi. Au bout de 2 heures, on nous a dit, bon, ben, on va vous envoyer à Londres, quoi. Moi, je me retrouve seul, hein, à ce moment-là. Hein. Maintenant, vous êtes plus avec vos camarades d'évasion? Ah, je ne les vois plus. Certains, même, je les ai même jamais revus. À 2500 km de Londres, René Rosset est encore sur les bancs de l'école à ce moment-là. Je suis parti, j'avais 16 ans et demi. 16 ans et demi, donc vous êtes encore à l'école? J'étais à l'école, j'étais au collège Émile Louvet à Tunis, je suis parti. René Rosset, le petit Rosset, vit dans un village en Tunisie. À la maison le soir avec ses parents, des pieds noirs, il écoute Radio Londres. Et j'étais à Tunis, et il y avait, comment vous dire, un bureau qui incorporé, quoi, finalement, qui demandait des volontaires pour les forces françaises libres. Et moi, comme j'étais ancré avec De Gaulle, je voulais aller rejoindre De Gaulle. Mais comment faire pour aller rejoindre De Gaulle? Alors, la seule solution, c'était de passer par ce bureau. C'est ce que je mets là, que je suis passé par le bureau de Tunis. Et de Tunis, ça, c'est après l'époque, c'est à quelle époque? C'est en 43, en mai 43. Tout de suite, on m'a dit, si vous voulez rejoindre le général de Gaulle, vous allez tout de suite être, comment dire, transporté ou expédié, si vous voulez, au Liban, à Beyrouth. Moi, Beyrouth, à l'école, j'avais appris Beyrouth. Mais bon, le Liban aussi. Mais j'avais pas, j'ai dit, mais où ça va me mener tout ça. Mais enfin, j'étais décontracté, je dis, je m'en vais, j'ai signé. Et puis 2 jours après, un acte d'engagement. Un acte d'engagement. Il savait, et il m'a dit, est-ce que vous avez des papiers? Je dis, non, j'ai une carte d'identité. C'était même pas, on n'avait pas de carte d'identité là-bas. C'était des cartes d'immatriculation, comme les voitures, quoi. Allez, va. C'est tout, hein, ce qu'on avait. Hein. Alors je suis passé et j'ai donné, voilà, je m'habite là, j'habite à Benarous, c'était le village. On m'a pas demandé mon âge, j'ai dit que j'avais 17 ans et puis c'est tout. Paf. 17 ans, ça suffit pour partir faire officiellement la guerre à cette époque-là. Et tant pis si ce n'est pas tout à fait vrai. René Rosset est au Liban, il est presque un soldat. Mais oui, on est là, mais on fait rien. On est en train d'attendre, quand attendre quoi? Les bateaux, on n'en a pas. Les Anglais vont pas nous en donner. En pensant à ça, je dis, mais on va finir la guerre là-dedans. On va finir la guerre dans ce truc-là. Et j'ai eu peur. C'est pas que j'ai pas eu peur. Ben, je dis, je suis franc. Hein. J'ai eu peur. J'ai dit, est-ce que je fais une bêtise de rentrer dans un truc comme ça? Parce que j'avais 17 ans. Et je disais, merde, si on m'envoie tout de suite au truc, on ne sait pas. Hein. Alors, on nous a donné 8 jours pour réfléchir. Et ils ont demandé des volontaires s'ils veulent contracter un engagement dans les commandos pour rejoindre les commandos de Keffer. Allez, voilà. C'est 2 jours après ou 3 jours après, on nous avait enlevé le bachi et on était habillés en anglais. Nous sommes désormais au mois de juin 1943. Paul Chausse, le Normand, toujours accompagné de son chien, Léon Gauthier, le premier de la classe un peu têtu, René Rosset, le gamin tunisien, Francis Guézenec, le breton, Joseph Oursouri-Garay, le gaillard au béret basque, et une centaine d'autres Français se retrouvent en Angleterre. Ils ont fait un choix qui va changer leur vie, en espérant aussi changer le destin de leur pays. C'est curieux, mais déjà, en les entendant, je les imagine physiquement, nos kiffers. Je les vois en tenue militaire britannique, plus précisément. Direction maintenant l'Écosse, le camp d'entraînement d'Aknakari. Ce n'est pas une promenade de santé qui les attend. Vous venez d'écouter Les Voix du Commando Kiffer, un podcast coproduit par France Bleu Normandie avec le studio de création France Bleu. Cette série a été imaginée avec l'historien Stéphane Simonet et avec le concours du Mémorial de Caen. Journaliste Julien Corbière. Technicien Benoît Cousin et Jean du Cimetière. Production
Véronique Sapé et Fanny Rascle. Vous pouvez écouter dès à présent l'épisode 2 pour découvrir la suite de l'histoire, les Kieffer à marche forcée en Écosse, ou cliquez sur le zoom que je vous propose avec l'historien Stéphane Simonet pour en savoir plus sur le parcours, le destin de Philippe Kieffer, le patron des commandos Kieffer. À bientôt.